tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du 1,2 litre PureTech. Pourquoi on va en parler aujourd'hui? Parce que PSA et Stellantis ont annoncé la fin de ce moteur-là. Vous allez voir que la fin de ce moteur-là n'est peut-être pas tout à fait vraiment la fin, mais on va se réserver ça pour la conclusion. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous expliquer ce qui ne rend pas fiable et les problèmes de fiabilité de ce moteur-là, et de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de le rendre fiable ou du moins limiter les problèmes. On explique la cause et on essaie de trouver des solutions. Alors vous allez voir que sur ce moteur 1 litre de PureTech, malheureusement les solutions n'existent pas toujours, puisqu'on penserait même que ce moteur a été fabriqué pour s'autodétruire. Pour rappel, ce moteur 1 litre de PureTech a été monté chez 5 marques différentes. On a bien évidemment Peugeot et Citroën, le groupe PSA, mais également du coup DS, et on retrouvera Opel et Toyota avec un seul modèle. Rappel un petit peu des chiffres, ce moteur 1 litre de PureTech équipé d'un turbo parfois, et va tout simplement avoir une plage de puissance de 68 chevaux pour la version la moins puissante jusqu'à 130 chevaux pour la version la plus puissante. Je rappelle qu'on est sur un moteur de 3 cylindres, donc un petit peu la nouvelle génération de moteurs à l'époque pour le downsizing. Qu'est-ce que c'est que le downsizing? C'est le fait de réduire la cylindrée des moteurs pour tout simplement moins polluer, passer les nouvelles normes et entre guillemets faire un bon geste pour la planète. Et à ça on lui colle un bon gros turbo histoire de lui sortir des chevaux, mais vous allez voir qu'en pratique on a des gros problèmes sur la fiabilité. Alors ce moteur là a d'énormes problèmes de fiabilité, on entend partout parler sur internet, sur les forums, à la télé, et la première génération avant 2019 est vraiment la plus catastrophique. Ensuite on a une version après 2019, donc de 2019 à 2024, qui s'appellera la Gen 2, et on a la Gen 3 depuis avril 2024. Chaque évolution a eu ses importances majeures. Vous allez voir que finalement on ne sait pas vraiment si un jour ce moteur là pourra être fiable. Sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo là, il y a plusieurs actions en justice collective contre PSA et le groupe Stellantis pour tout simplement obtenir dommages et intérêt et surtout réparation du préjudice, puisqu'il y a énormément de gens qui se retrouvent avec des véhicules avec des moteurs cassés, parfois même avec très peu de kilométrage malgré un entretien suivi en concession. Et puis c'est à eux de payer, c'est à eux d'avancer, ceux qui ont les galères, ceux qui ne peuvent pas aller travailler. Donc aujourd'hui c'est un vrai sujet de société. Alors ce moteur là, vous allez voir, on va le voir en détail sur différents points, et vraiment presque fabriqué à la conception pour s'autodétruire. C'est même étonnant qu'il n'y ait aucun ingénieur du groupe Stellantis qui s'est aperçu de ces différents défauts au moment de la conception de ce moteur là. Donc pour rappel, c'est un moteur qui a vu sa création pour l'arrivée du downsizing. Donc downsizing qui a été un mouvement de tous les constructeurs de réduire la taille des moteurs pour réduire les émissions polluantes et pour simplement passer les nouvelles normes. À ça on y ajoute un gros turbo et on obtient la même puissance qu'une cylindrée plus grosse. Mais vu qu'on a une cylindrée plus petite, on émet moins de pollution, et donc ça a été la grande mode, presque même par obligation suite aux nouvelles règles imposées par l'Europe. Le problème majeur de ce PureTech, je vais vous faire deux petits dessins. On va avoir le premier, ça va être une vue de dessus. Donc on va s'imaginer notre bloc moteur qui se trouve comme ceci, donc avec nos 3 pistons. Et ensuite on va faire une vue de face de cette courroie. Donc la fameuse courroie qui est le gros problème de ce 1 litre de PureTech. On a la poulie d'échappement, on a la poulie d'admission, on a notre poulie de vilebrequin, une poulie d'eau ici et un galet tendeur ici. Le schéma n'est pas bon. On a notre courroie qui va passer comme ça, qui va passer comme ça, qui va englober nos 2 poulies, qui va passer comme ça et qui va rejoindre. Voilà, ici on a notre courroie de distribution. La grande particularité et presque le problème à l'origine de ce moteur là, c'est cette courroie. Pourquoi? Puisque, ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas la réponse. Le groupe PSA a tout simplement décidé d'immerger cette courroie dans l'huile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on connaît tous les courroies de distribution qui sont ce qu'on appelle sèches, donc qui sont en dehors de la partie lubrifiée du moteur, ce qui d'une facilite leur changement et de 2 ne pose pas le problème de ce nouveau moteur. Là ils ont innové, ils ont mis une courroie, ce qu'on appelle humide, donc qui va se trouver dans le carter moteur, donc dans le même endroit où il y a l'huile dans le moteur. C'est cette décision qui est à l'origine du premier problème de fiabilité de ce moteur là. Pourquoi? Je vais vous expliquer en quelques mots. Cette courroie qui se trouve ici, qui est au contact de l'huile moteur, c'est une courroie en caoutchouc.
Le caoutchouc, vous le savez, je pense que si vous faites un peu de mécanique ou même si vous bricolez un petit peu la maison, et ben c'est assez sensible aux hydrocarbures. C'est-à-dire que vous prenez un joint, n'importe quel joint, vous le mettez dans de l'essence, vous le mettez dans de l'huile, il va avoir tendance à réagir. C'est-à-dire qu'il va pouvoir gonfler, il va pouvoir se rétracter, il va pouvoir sécher selon la propriété du caoutchouc. Donc là, en l'occurrence, quand on met une courroie en caoutchouc dans un compartiment moteur, il faut absolument s'assurer que le caoutchouc employé est résistant aux hydrocarbures, résistant à l'huile, résistant au dépôt de combustion et résistant à l'essence. Là vous allez me dire je comprends rien, il est dans l'huile, tu me parles d'essence, attendez un petit peu, suivez la vidéo, vous allez comprendre. Donc en l'occurrence, PSA avait indiqué sur l'entretien de leur véhicule de faire la vidange avec une huile préconisée, avec une norme bien spécifique qui permettrait la compatibilité entre l'huile qui se trouve partout tout autour de la courroie et la courroie elle-même. Sauf qu'il s'est avéré que l'huile préconisée par PSA n'était absolument pas compatible avec cette dite courroie. Qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné tout simplement une détérioration, voire même pire, une casse rapide de la courroie. Pour rappel, cette courroie, j'ai un petit doute, je crois que c'est 5 ans et 100 000 km. En fait, il y en a à 30 000 km, la courroie pétait. Ou à 30 000 km, le moteur était déjà mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à un défaut de compatibilité entre l'huile et la courroie se détériorait, elle séchait tout simplement, le caoutchouc devenait sec. À force de tourner, parce que vous voyez, elle a des angles de courbure. Donc comme vous prenez un caoutchouc qui est sec, vous faites ça, il va s'émietter. Il se passait exactement la même chose avec cette courroie. On dessine notre moteur qui est comme ça. Voilà, on va dessiner notre moteur qui est comme ça, vu du côté. Ici, on a le réservoir d'huile et ici, on va avoir une pompe à huile, tac, qui va être reliée. Allez, je vous dessine ça par une chaîne, c'est peut-être pas le cas, mais on s'en fiche. C'est juste que vous comprenez. Et cette huile-là va être envoyée dans le moteur. Toute cette dégradation de courroie, toutes ces particules de caoutchouc, tout simplement retomber dans notre huile. Et donc, on se retrouvait avec une huile rempli de résidus de caoutchouc suite à une incompatibilité entre l'huile et la courroie. Premier problème majeur. Ça, c'était presque quand c'était pas trop grave. Parce que des fois, tout simplement, la courroie décidait de casser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça détruit tout simplement votre moteur. La casse de la courroie entraînera une désynchronisation de vos arbres à cam et de votre vilebrequin. Votre vilebrequin fait tourner vos bielles et donc vos pistons. Vos arbres à cam font tourner vos arbres à cam et donc ouvrent vos soupapes. Et donc vous allez tout simplement avoir la rencontre entre les soupapes et les pistons et le moteur détruit. Donc ça c'est le premier point. Alors maintenant ça va être des problèmes en conséquence de ce premier point qu'on a évoqué. Là ça va être un problème en cascade. Donc ce premier point, vous allez voir, va entraîner une longue série de problèmes de fiabilité de ces moteurs-là. C'est-à-dire que si vous échappez à cette fameuse casse, tout le reste vous attend de pied ferme. Tous ces petits dépôts qui vont se retrouver dans votre huile, ils vont tout simplement être premièrement aspirés par la crépine. Ici vous avez comme un grillage métallique, c'est ce qu'on appelle la crépine qui se trouve sur la pompe à huile. C'est le pré-filtre, c'est la première filtration qu'on va avoir qui va dégrossir un petit peu l'huile et donc les particules qui vont être aspirées et envoyées dans les canalisations internes du moteur pour but de lubrifier le moteur. Donc on va avoir tout d'abord un colmatage ici de la crépine, dit baisse de la pression d'huile. La pression d'huile, c'est ce qui va limiter le contact métal contre métal sur les pièces en mouvement. Donc c'est quelque chose d'ultra important. Premier problème ici. La pompe à huile va envoyer vers votre filtre à huile. Filtre à huile qui va filtrer 80% de l'huile envoyée, mais il y en a 20% qui vont passer par le bypass. C'est comme ça. Sinon, vous n'aurez pas assez d'huile. Donc, ça va permettre, on va dire, de purifier continuellement l'huile. Principe du filtre à huile. Donc, ce filtre à huile-là va se colmater très rapidement. Donc, on va le mettre ici. On va mettre une cartouche carrée qu'on va appeler F pour filtre. L'huile va arriver là. On va, avec des particules un peu plus petites, mais venir colmater également très rapidement ce filtre. Ce qui en résulte, une pression à la sortie du filtre plus basse. Et surtout, je viens de vous le dire, plus votre filtre va être encrassé, plus l'huile va passer par le bypass. Donc plus il va être encrassé, moins vous allez avoir d'huile qui va être filtrée. Et donc là, on a déjà un problème en chaîne. C'est-à-dire que plus on va encrasser le filtre, moins il va pouvoir filtrer. Moins il va pouvoir filtrer,
plus on va envoyer d'huile non filtrée. Et là, vous allez voir que c'est tout le moteur qui va s'engendrer comme ça. Donc ce dépôt de caoutchouc va aller dans les canalisations d'huile qui vont venir lubrifier votre arbre à cam, votre vilebrequin, vos arbres à cam, vos poussoirs, tout, absolument tout le moteur. Vos chemises, vos pistons, donc vos pistons qui se trouvent ici, avec vos segments qui se trouvent ici, autour du piston. Tout ça va être lubrifié par de l'huile sale, remplie de particules. Et donc on va venir tranquillement encrasser chaque petite conduite, chaque élément de graissage du moteur, ce qui fait que la qualité du graissage va tranquillement diminuer jusqu'à avoir une lubrification du moteur désastreuse. Ce deuxième point va tout simplement entraîner une accélération de l'usure de votre moteur et peut même engendrer une casse tout bonnement du moteur. Ça peut engendrer un serrage, donc un collage des segments sur les chemises par manque de lubrification, usure prématurée des arbres à cam, usure prématurée des coussinets, blocage de la pompe à huile, bref, clairement vous allez avoir un défaut de lubrification plus ou moins prononcé, donc qui va tout simplement aller de l'augmentation de l'usure jusqu'à la casse et la destruction du moteur. Ensuite, c'est juste l'étape d'après qui va continuer à s'accentuer. Si vous n'avez pas encore cassé votre moteur à ce point-là, ça peut encore arriver par la suite, si vraiment vous êtes sur un modèle solide. Maintenant, je vais vous faire une vue d'une chemise. Donc ici, on a la chemise, on a notre piston qui est comme ça, qui va être rattaché par notre bielle, voilà, ici. Et ici, on va avoir nos segments. Qu'est-ce qui va se passer? Ces fameuses particules vont venir se déposer sur vos chemises. Chemise qui est lubrifiée par l'huile pour limiter la friction des segments et du piston sur la chemise. Ici, on a une soupape et on a l'explosion ici. Et tout simplement, vous allez venir user ou encrasser les gorges du segment. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Ici, vous pouvez observer qu'on a des segments qui sont propres, qui sont libres et qui ont bien la liberté de mouvement. Donc un segment, vous voyez, c'est un petit peu comme un ressort et ça a besoin d'avoir de la liberté pour se détendre dans la chemise et faire une bonne étanchéité. Si vous avez de l'encrassement, vos segments vont plus pouvoir bouger librement comme ça. Et donc vous allez avoir une perte d'étanchéité liée à l'encrassement. Donc tout simplement, n'ayant plus la possibilité de bouger, ils vont moins coller sur les surfaces de la chemise et donc vont avoir tendance à perdre en compression et à laisser un chemin entre la chambre de combustion et le bas moteur. Autre possibilité, cette fois-ci ils ne s'encrassent pas, ils viennent s'user. Donc vous avez une augmentation de la friction, une mauvaise lubrification et vous allez avoir le phénomène d'usure, de serrage moteur. Donc bien évidemment là on est sur un serrage moteur, mais avant d'en arriver là c'est progressif. Donc vos segments vont s'user comme on peut le voir ici. Vous allez perdre en épaisseur. La perte d'épaisseur va tout simplement entraîner un passage entre la chambre de combustion et votre bas moteur. Ici, on se trouve ici. Donc ça, c'est l'autre problème. Alors, encore une fois, soit vous allez avoir de l'encrassement ou une usure légère qui va juste faire un passage sans pour autant en arriver à un serrage moteur. Ou alors, c'est tellement sale que vous allez arriver à un serrage moteur. Et dans ces cas-là, votre moteur est soit fortement endommagé, soit une nouvelle fois, tout bonnement, cassé. Maintenant, on va arriver sur une nouvelle étape, un pas de plus vers la casse. Là, je viens de vous expliquer comment on va obtenir un passage ici, mais donc aussi ici, ça va dans les deux sens. Donc, on va avoir de l'essence qui va arriver par notre soupape et qui va pouvoir, pendant la phase de compression avant l'explosion, la possibilité de glisser par les segments dans le bas moteur. Donc on va avoir une dilution cette fois-ci de l'huile avec des petites croix qu'on va appeler de l'essence à brûler. Donc finalement à cette étape de détérioration du moteur, on va se retrouver avec des dépôts caoutchouteux et de l'essence dans l'huile. Si vous avez suivi le premier point, déjà que l'huile préconisée n'était pas bonne pour le caoutchouc, imaginez-vous si on rajoute de l'essence maintenant dedans. Et donc là, si vous aviez la chance d'avoir une courroie neuve ou la chance d'avoir une courroie pas trop encore avancée en termes de dommages, et là tout va s'accélérer. Puisque maintenant on a l'essence qui va venir attaquer la courroie, qui va accélérer la dégradation de la courroie et donc accélérer
le dépôt, accélérer l'encrassement, accélérer la friction, accélérer la destruction. Donc c'est vraiment un problème qui est en chaîne. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que ce moteur a presque été conçu pour péter. Donc, on a évoqué le fait que s'il y a un passage, un défaut d'étanchéité ici, on va avoir une infime partie d'essence qui à chaque compression va passer dans l'huile, venir accélérer la destruction de la courroie. Mais à l'inverse, on va aussi avoir pendant la phase d'aspiration de l'huile qui va pouvoir remonter par les segments et arriver dans la chambre de combustion. Et donc là, ça engendre d'autres problèmes qui vont engendrer d'autres risques de casse. On va avoir des encrassements des éléments de dépollution du véhicule, catalyseur, filtre à particules, etc. Mais si on reste concentré sur la partie interne du moteur, qu'est-ce qui va se produire? Cette huile, quand elle va brûler, elle va créer de la calamine. Imaginez-vous une cheminée encrassée dans ce que je vais vous expliquer. Et donc cette calamine va venir faire un dépôt sur votre tête de piston. Qu'est-ce que c'est que la calamine? C'est ce qu'on voit ici, sur les pistons, c'est les petites taches noires. Alors ici, il n'y en a que très peu. Et vous pouvez voir sur les côtés ici, il y en a déjà un peu plus épais. Sur un moteur PureTech, cette quantité-là va être astronomique ici, à cette étape d'avancée de la détérioration du moteur. Et donc plus vous allez avoir de calamine, et plus vous allez avoir ce qu'on appelle de l'autocombustion. Qu'est-ce que c'est que de l'autocombustion? C'est du cliquetis. Qu'est-ce que c'est que du cliquetis? C'est un auto-allumage. Donc en fait, normalement, vous avez une bougie ici qui vient produire une étincelle pour allumer votre essence. C'est l'étincelle de la bougie qui donne le tempo à l'explosion. Et là, en fait, il va faire tellement chaud dans cette chambre de combustion que la suie qui s'est accumulée là par la combustion de l'huile va avoir tendance à s'enflammer à un moment qui n'est pas donné par l'étincelle. Et donc, c'est tout simplement une combustion spontanée, non maîtrisée. Et ça, c'est hyper grave pour le moteur parce qu'on peut percer le moteur ou on peut avoir carrément la tendance de vouloir faire tourner le moteur à l'envers. Donc c'est dévastateur pour le moteur. Même si ça ne le fera pas tourner à l'envers, dites-vous juste qu'au moment où ça se déclenche, ça peut avoir l'effet d'essayer de faire tourner le moteur à l'envers. Donc si vous avez deux pistons qui tournent dans un sens et que le troisième essaye de tourner dans l'autre, vous imaginez bien qu'il ne va pas apprécier. Donc on va avoir ce phénomène-là. Imaginez juste vous dans votre tête. Un conduit de cheminée, on connaît tout ce que c'est qu'un feu de cheminée. Un feu de cheminée, c'est quoi? C'est on brûle du bois, on brûle du bois. Du coup, ça fait du dépôt sur le conduit et si on nettoie jamais ce dépôt-là, avec la chaleur de la cheminée, le dépôt va s'enflammer et ça va faire un feu de cheminée. Et là, c'est exactement la même chose, on va appeler ça un feu de cylindre. Voilà. En fait, ça s'appelle tout simplement de l'autocombustion et pas un feu de cheminée. Et c'est la suie accumulée qui va rentrer en combustion, enflammer le mélange et créer des détonations non contrôlées qui sont tout bonnement dévastateurs et ça entraînera la casse très rapide de votre moteur. La dilution de l'huile avec l'essence va aussi entraîner une perte de viscosité. La viscosité, c'est quoi? On va dire que c'est un petit peu la fluidité de votre huile. Et il y a des normes qui sont bien précises en fonction des moteurs. Et le fait de mélanger de l'huile avec de l'essence va faire perdre un petit peu cette viscosité. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une huile qui va être trop fluide et qui va être moins lubrifiante puisque de l'essence, ça n'a jamais servi à lubrifier. Et donc ça aussi, ça va venir accélérer le processus d'usure de votre moteur, de vos segments, de vos arbres à câbles, de toutes les pièces qui sont en friction, donc de toutes les pièces internes à votre moteur. Ensuite, maintenant, on va passer dans une nouvelle étape de dégradation moteur. Si jamais, après tout ça, vous avez encore la chance que votre moteur arrive à démarrer le matin pour vous emmener au boulot. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir des fuites entre la chambre de combustion et notre bas moteur? On va augmenter la pression qui va se trouver ici. Dans un bas moteur, il y a une pression. Vos pistons, quand ils vont bouger comme ça, ils vont créer une pression. Et cette pression-là, elle est régulée par la valve PCV qui renvoie notamment les vapeurs d'huile dans l'admission. Donc admission qu'on va schématiser ici, tac. Donc arrivée d'air. Et on va se retrouver ensuite sur nos soupapes. Cette vanne PCV, plus vous allez avoir de fuite ici, plus votre bas moteur va être sous pression. Plus il va être sous pression, plus il va envoyer des vapeurs d'huile. Vapeurs d'huile qui vont être réinjectées dans l'admission grâce au système anti-pollution et qui vont arriver sur vos soupapes. Déjà en injection directe, comme est équipé sur un litre de PureTech, on a déjà ce phénomène d'accumulation de calamine sur les soupapes parce qu'on a une injection qui envoie l'essence directement dans la chambre de combustion. Alors que sur les injections indirectes, on envoie l'essence dans l'admission ici. Et donc l'essence va venir nettoyer la soupape. Là on nettoie plus la soupape, donc du coup on a naturellement déjà
un encrassement qui se fait. Mais plus vous allez avoir de pression dans le bas moteur suite à cette usure des segments, plus vous allez envoyer d'huile. Donc c'est encore une fois un effet crescendo. Donc vous allez avoir de plus en plus de calamine, ce qui va obstruer le passage de l'air dans vos soupapes et donc qui va venir accentuer une nouvelle fois ce problème d'autocombustion. Vous allez avoir moins d'air, vous allez avoir une explosion qui va être moins propre, vous allez avoir une explosion qui va être moins propre, vous allez avoir une explosion qui va encrasser encore plus, vous allez avoir une combustion qui encrasse encore plus, vous allez avoir encore plus d'autocombustion et ainsi de suite. On revient à l'étape que je viens de vous expliquer juste avant. Donc c'est vraiment fait pour péter. On s'est beaucoup attardé sur la partie interne de ce moteur là, mais pour ceux qui ont des moteurs 1 litre de PureTech équipés d'un turbo, vous savez aussi que le turbo a des gros problèmes. Alors là, je remercie BG Turbo qui nous fournit un turbo qui va me permettre d'ailleurs de pouvoir vous expliquer précisément ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on retrouve comme problème lié à ce fameux 1 litre de PureTech comme problème de turbo? Du jeu excessif dans le turbo, de la consommation d'huile par le turbo et des fuites externes d'huile par le turbo. Et ben en fait, c'est le résultat de tout ça. Le turbo, il est lubrifié par cette conduite là via l'huile moteur. Cette conduite là, où arrive l'huile moteur, si vous avez suivi, l'huile moteur elle est polluée. Elle est polluée par des détritus, elle est polluée par de l'essence. Et ben regardez, votre turbo, il a aussi des pièces en mouvement qui sont lubrifiées par l'huile. La conduite d'huile arrive ici, elle vient lubrifier les paliers que vous voyez ici, qui eux tournent à plusieurs dizaines de milliers de tours. Donc bien plus vite que votre moteur. Donc si votre moteur tourne à 4000 tours, votre turbo tourne peut-être à 40 000 tours. Donc si on a une huile qui contient de l'essence et qui est bourrée de dépôts, vous voyez les canalisations de graissage, elles sont microscopiques. C'est tout petit. Et ben en fait, vous allez avoir tout simplement une usure de ces bagues en laiton ici, suite à une dégradation de l'huile. Ces bagues en laiton là, elles permettent quoi? Elles permettent de guider votre turbo. C'est ça qui permet de limiter le jeu axial du turbo. Donc, vos bagues vont s'user. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir du jeu comme ceci dans le turbo. Le jeu va s'accentuer de plus en plus. Que va-t-il se passer? Et bien l'huile qui arrive par ici et qui est censée retourner dans le moteur par là, va tout simplement s'échapper par ici et venir se retrouver dans vos conduites externes du turbo. Donc en fait, il se passe exactement dans le turbo ce qui se passe dans l'interne de votre moteur. Seulement, les gens ne parlent pas beaucoup du turbo parce que pour eux, c'est pas le moteur. Alors oui, le turbo est une pièce externe du moteur, mais lubrifiée par les organes du moteur. Donc tout ce qui est pollué dans le moteur viendra polluer votre turbo. Et donc c'est exactement ce phénomène-là qui engendre également la destruction du turbo sur le 1 litre de PureTech. Et puisque pour couronner le tout, on ne pouvait pas laisser un seul truc fiable sur ce moteur-là, et ben il y a aussi des problèmes sur le circuit de refroidissement. Ce moteur est considéré comme un moteur qui va avoir tendance à chauffer, donc il va maintenir une température de fonctionnement relativement élevée. Ce qui est logique. On est sur un petit 1 litre de 3 cylindres avec un gros turbo pour sortir 130 chevaux, parfois mis dans des bagnoles qui font 2 tonnes. C'est normal que ce moteur-là chauffe. Vu que le système de refroidissement n'a pas été forcément correctement dimensionné sur ce véhicule-là, et ben en plus, ajouté à tout ça, on va avoir des fortes températures. Donc sur un moteur qui a déjà tendance à chauffer, si on le fait chauffer trop, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de la dilatation des pièces. La dilatation des pièces, c'est quoi? C'est mon piston, je le mets à 20 degrés et je le mets à 300-400 degrés. Il n'aura pas la même taille. Il va avoir tendance à grandir. Et bah, quand vous grandissez les pièces, vous augmentez la friction. Si vous augmentez la friction sur de l'huile qui n'est même plus capable de lubrifier correctement et donc de limiter cette friction-là, bah, vous allez une nouvelle fois accentuer ce phénomène de détérioration. Donc il y a vraiment tout qui est fait pour que ce moteur pète. Et puisqu'encore une fois, ils ne pouvaient pas faire un truc fiable de A à Z, eh ben, ils ont profité pour faire un truc pas fiable de A à Z. Le problème du moteur 3 cylindres, qui existe depuis longtemps, hein, on peut le retrouver notamment sur les motos chez Triumph qui ont beaucoup fait, pour pas dire toujours fait, des moteurs 3 cylindres, c'est un moteur qu'on appellera mal équilibré parce que sa conception fait qu'il est mal équilibré. C'est comme ça. Donc on va jouer en fait sur les temps d'injection, sur l'avance, sur les temps moteurs pour tout simplement essayer de l'équilibrer. Donc en fait, tout bonnement, en cartographie moteur, il y a beaucoup de complexité pour faire tourner un moteur 3 cylindres de manière ronde. Donc pour qu'il n'ait pas trop d'à-coups, qu'il n'ait pas trop d'irrégularité. C'est pour ça que quand vous montez dans un 3 cylindres, presque ça se ressent immédiatement. On a l'impression que le moteur se met à vibrer. On a l'impression un peu d'avoir une 2 chevaux quoi. Bah c'est
à cause de ce fameux 3 cylindres. Un 4 cylindres est plus linéaire, un 6 l'est encore plus, un 8 le sera encore plus, un 10, un 12, plus vous avez de cylindres, plus c'est souple, plus c'est agréable et moins il y a de contraintes liées aux vibrations. Un 3 cylindres, malheureusement, c'est tout l'inverse. Donc la conception et l'architecture déjà du moteur 3 cylindres fait que c'est plus exposé à l'usure interne du moteur. Et à ça, et tout simplement, il y a des bugs dans la cartographie qui fait que le moteur ne tourne pas correctement rond. Ils n'ont pas lissé correctement les aspérités de ce 3 cylindres. Et donc ça accentue encore une nouvelle fois le risque de friction métal-métal dans le moteur avec une huile désagrégée. La liste est longue, mais ça y est, on vient de terminer les problèmes de fiabilité de ce moteur-là. Donc vous voyez, elles sont multiples, elles sont nombreuses et surtout, elles sont en chaîne. C'est-à-dire que la première engendre la deuxième engendre la troisième, qui engendre la quatrième, qui accentue la première, etc., etc. On est dans un cycle d'autodestruction. Ce moteur-là a été presque conçu pour tout simplement exploser. C'est un fiasco de société. On va essayer de comprendre comment on peut limiter ces problèmes-là, comment on peut essayer de maximiser la fiabilité de ce moteur-là. Parce que dans mes vidéos, j'aime bien aussi vous expliquer le pourquoi, mais expliquer aussi comment on peut faire. Là, vous comprenez quand même, la tâche est lourde. Voilà, il faut vraiment comprendre que le fiabiliser va être quelque chose de complexe. Donc il va falloir se limiter à limiter les risques. Donc si on reprend le premier risque, c'est l'incompatibilité de l'huile avec la courroie qu'engendre une dégradation de la courroie qui engendre le problème en cascade. Donc il va falloir tout simplement régulièrement contrôler sa courroie de distribution visuellement. Et là vous allez me dire, mais comment on fait si elle est dans le moteur? Votre bouchon d'huile moteur donne juste au-dessus de votre courroie. Donc ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir le bouchon, de regarder avec une lampe et de contrôler que votre courroie, elle ne commence pas à se dégrader. Mais même dès les premiers signes, je ne vous parle pas d'une risque de casse, je vous parle des signes précurseurs de dégradation. Donc il faut voir qu'elle est bien lisse, que vous avez les écritures dessus, qu'elle n'est pas craquelée, qu'il n'y a pas des endroits où il y a déjà des petits morceaux qui se sont décollés. Il faut vraiment qu'elle soit parfaitement, visuellement, en parfait état. Si vous avez la moindre dégradation qui commence à arriver, mais je dis bien les premiers signes de dégradation, n'attendez pas qu'elle soit usée. Sinon, ce n'est pas un moteur pour vous. À ce moment-là, il faudra procéder au remplacement de la courroie. Hyper important. Parce que c'est le premier facteur qui va engendrer tout le reste. Deuxième chose qu'on peut faire pour essayer de maximiser la durée de vie de son moteur 1,2 litre PureTech. Et c'est tout simplement de ne pas respecter les vidanges du constructeur. De vidanger de manière plus précoce. C'est-à-dire que si on vous conseille tous les 30 000 km, faites-le tous les 15 000. Pourquoi? Parce que si vous avez le malheur que votre courroie se dégrade, ça va boucher votre crépine, qui va boucher votre filtre, qui va ne plus filtrer, qui va envoyer de l'huile non filtrée dans le moteur et rebelote, problème en cascade. Donc si on vient changer régulièrement cette huile-là et qu'on ne lui laisse pas le temps de se charger suffisamment en dépôt ou en essence pour venir colmater et tout encrasser, et ça va permettre de faire plus longtemps avec son moteur là. Il faudra également, ce que je vous conseille, mettre un nettoyant avant vidange non solventé. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette fameuse courroie qui baigne dans l'huile. Donc pour ça, je peux vous conseiller le Unjunk Flush de chez Syntix. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Pourquoi? C'est un nettoyant non solventé, donc qui n'est pas agressif, qui va permettre de nettoyer votre moteur avant la vidange. Et donc si vous avez un petit peu de crasse qui est passée et qui a commencé à encrasser votre turbo ou les conduites internes du moteur, ce nettoyant va venir retirer ces particules-là. Et une fois de plus, on va pouvoir maximiser le fait de préserver ce moteur-là. On pourra rajouter ensuite, tous les 100 000 km, un entretien des conduites d'admission de soupape pour vraiment retirer cet encrassement qui va se faire naturellement et qui va accélérer la mauvaise combustion dans la chambre de combustion. Mis à part ces trois facteurs-là, on ne pourra rien faire pour fiabiliser ce moteur-là. Et si vous l'achetez et que malheureusement le processus d'autodestruction est déjà en cours, vous ne pourrez rien y faire. Comme je vous l'ai dit, après c'est un problème en cascade. C'est le problème d'avant qui va accentuer le problème d'après, et ainsi de suite. Donc ce moteur-là, si on veut essayer de le fiabiliser, je ne sais même pas si c'est vraiment le terme, il va falloir, dès les premiers kilomètres, le chouchouter. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et vraiment, faites un maximum de préventif. C'est la seule chose qui sauvera votre moteur de la destruction. Pour conclure un petit peu cette vidéo, je vais vous tenir au courant de l'actualité. Alors, PSA et Stellantis savent très bien le fiasco qu'a occasionné
leur moteur PureTech. Aujourd'hui, tout le monde en parle, ça passe à la télé, ils ont des procès collectifs. Bref, c'est une affaire de société parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui se trouvent aujourd'hui dans des galères parce qu'ils ont acheté une voiture neuve qui se retrouvent avec une voiture qui est HS. Et aujourd'hui, du coup, pour la génération 3 de ce moteur 1 litre de PureTech, PSA Stellantis a fait une innovation majeure. C'est qu'ils ont remplacé cette dite courroie en caoutchouc par une chaîne de distribution. Une chaîne. Ça me fait vaguement penser au moteur THP qui est aussi de la merde. En fait, le 1 litre de PureTech avec une chaîne, ça ressemble très grandement à ce moteur THP qui a aussi des problèmes avec sa chaîne. Qui sont différents, mais qui a des problèmes avec sa chaîne. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la génération 3 depuis avril 2024 va-t-elle être plus fiable que la génération 1 et 2 qui ont été catastrophiques? Ça, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que ça réduise un petit peu le risque, mais je ne suis pas sûr que ça le supprime définitivement. Autre chose, le 1 litre de PureTech avec la chaîne, du coup, ne s'appellera plus 1 litre de PureTech, mais ça s'appellera tout simplement 1 litre de 100 pour 100 chevaux, 1 litre de 130 pour 130 chevaux. C'est la nouvelle appellation parce qu'en fait, ils sont aperçus qu'il y avait tellement de problèmes avec le nom PureTech que les gens ne voulaient même plus acheter une voiture neuve avec le nom PureTech, encore moins une voiture d'occasion. Donc ça a posé des problèmes dans tout le réseau de revente, que ce soit neuf ou d'occasion, qui vendait du PSA. Donc du coup, pour essayer d'éradiquer un petit peu ce problème, on a supprimé le nom PureTech et comme ça, on dit que c'est un nouveau moteur. Ce n'est pas un nouveau moteur, c'est une nouvelle génération de ce moteur-là, comme il y a eu 2 générations précédemment. Donc on ne sait pas vraiment ce que l'avenir nous réserve. Si je dois donner mon avis, je dirais qu'il ne serait pas beaucoup plus fiable que les 2 générations d'avant. J'espère me tromper pour tous les possesseurs et également pour la marque, parce que j'espère enfin qu'ils ont pu corriger ce problème-là. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Donc ça, c'est la petite nouvelle de la semaine. Le 1 litre de PureTech n'existera plus pour passer au 1 litre 2 suivi du nombre de chevaux du moteur, un petit peu comme Citroën l'a toujours fait. Mais en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que l'explication un petit peu de cette autodestruction du 1 litre de PureTech vous a plu également. J'espère que j'ai pu employer des termes et des mots qui sont simples à comprendre de tous pour vous expliquer à tout à chacun comment fonctionne ce moteur et surtout pourquoi il est voué à exploser tout simplement. Donc les amis, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux louper aucune vidéo à thème ou bien de la mécanique, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!